Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, Études africaines. Collection, Études africaines. Dirigé par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. Tinou, Robert 1700 Proverbes Vili, 2015. Tinou, Robert Abécédaire du Kouilou 2015. Guettia Kwasi, René, La Côte d'Ivoire de notre rêve 2015. TabezippenemAGU, Bernard Gustave, Évaluer l'élève en Afrique noire de la pédagogie traditionnelle aux estimations contemporaines, 2015. NZENGUI, Aaron Septime, De Kant à l'Afrique. Réflexion sur la Constitution républicaine en Afrique noire, 2015. HOUEDANOU, Cessinou Émile, La gestion transfrontalière des forêts en Afrique de l'Ouest, 2015. EKANZA, Simon Pierre, Le Moronou, Notre patrimoine, géographie, agriculture et société, 2015. Kayombo, Chrysostome Sijika, La planification de l'éducation en Afrique, mode d'emploi, 2015. NGALIEU, Désiré, La secondarisation de l'agriculture en Afrique subsaharienne, une clé pour l'émergence, 2015. KYINDOU, Alain, ANATZE, Kouméalo, CAPOCHICHI, Alain, Dire, Quand l'Afrique réinvente la téléphonie mobile, 2015. Faye Mendongo, Jacques, Essai sur la sémiotique d'une civilisation en mutation. Le génie africain est de retour, 2015. TCHAKOTEUMESSABIEM, Liliane, Droit au HADA, droit français. La protection des créanciers dans les procédures collectives d'appurement du passif, 2015. AMBOULOU, Igindidas, Le droit des entreprises en difficulté dans l'espace OHADA, 2015. AMBOULOU, Igindidas, Le droit de l'arbitrage et des institutions de médiation dans l'espace OHADA, 2015. Avant-propos. Un droit adapté à la société pluriculturelle tchadienne pourrait contribuer à instaurer la sécurité dans les rapports entre ses habitants et devenir par ce fait un outil de développement. Des conflits de droit existent au Tchad. Ils résultent entre autres de la colonisation française qui y avait imposé le droit français inadapté en vue de mieux assurer des objectifs de domination sur des peuples d'histoire et de cultures différentes. Après l'indépendance, cet héritage juridique est loin de favoriser une réelle unité entre les personnes et les peuples qui résident sur ce territoire, devenu l'État tchadien. Dès lors, il semble que tout projet de développement ne peut faire l'économie de la mise en place d'un droit qui rendrait compte de la diversité des peuples qui composent le Tchad. Cela permettra d'assurer un minimum de cohésion sociale entre les citoyens. Nous nous sommes rendus compte que des institutions adaptées sont nécessaires au processus de développement. Il se trouve qu'au Tchad, du fait de la multiplicité des ethnies et de la complexité des rapports entre les droits locaux et le droit moderne, la perspective de développement homogène semble s'éloigner de plus en plus à mesure que nous avançons dans le temps. 1. Problématique. Le sujet tient aux enjeux du développement et les problèmes socio-anthropologiques qu'il peut susciter. Par développement, nous entendons un processus d'équipement en infrastructures en vue d'un bien-être social et économique de la population. La spécificité du sujet et les questions qu'il suscite transcendent les simples discours sur le développement. Cette spécificité justifie de poser une réflexion objective et soutenue. Le Tchad est un pays pluriculturel, où cohabitent des peuples de cultures différentes. À ces peuples autochtones, s'est superposée la colonisation française avec ses réalités tout aussi différentes. Le développement est un processus qui, loin d'être exclusivement économique, comporte des aspects culturels. Ainsi, le capitalisme en Occident est apparu avec la propriété privée. Cette appropriation privée stimule la recherche de profit, donc les moyens pour y parvenir. Le droit de propriété a plusieurs autres attributs. Il permet à son titulaire de contracter des dettes. Il lui sert d'hypothèque en ce cas. Le propriétaire peut jouir des fruits de ce droit. En clair,
l'appropriation privée, codifiée et juridicisée a permis l'enracinement du capitalisme. Les tentacules de ce système n'ont pas fini de se déployer. Ainsi de la colonisation, qui est fille du développement économique capitaliste. Dans les régions colonisées, ce modèle greffé rencontre des difficultés pour prendre corps. On parlera alors de refus de développement, du sous-développement, etc. Cela est caractéristique du fait que ces régions colonisées n'ont pas réussi, ou ne réussissent pas, à pratiquer le modèle occidental. À travers cette étude, nous souhaitons mettre en évidence des éléments qui permettent d'évaluer l'impertinence et les effets non prévus du greffon juridique occidental en Afrique en matière de développement économique et social. Beaucoup de projets de développement butent sur la résistance des pratiques coutumières autochtones séculaires. Le droit moderne d'origine occidentale, qui est imposé au Tchad, montre vite ses limites en tant que fondement juridique au développement. Il est confronté aux réalités impondérables locales. Le mal-développement ou le sous-développement n'est pas seulement affaire économique. Il recèle des connotations culturelles, appelées à évoluer. Or, s'agissant de l'Afrique, on parle très peu d'évolution. On note la résistance des cultures locales face à l'envahissement du corpus juridique occidental. La question est rarement traitée, ou même si elle l'est, c'est en termes de retard de l'Afrique à rattraper l'Occident. Se pose alors le problème de conciliation entre le développement économique, basé sur le droit moderne, et les traditions locales. En recopiant tel quel le droit moderne, le législateur tchadien ne fait pas preuve d'inventivité pour trouver une solution à la difficile question de cohabitation dans un même pays de systèmes juridiques différents. Comment expliquer les résistances au développement économique, fondées sur le droit moderne au Tchad? Comment combiner le droit moderne et le droit coutumier dans la recherche du développement? Comment élabore-t-on le droit moderne et comment s'élaborent les coutumes dans ce pays? Qui fait le droit au Tchad? Comment s'applique-t-il? Plusieurs théories sont élaborées pour justifier le retard économique qui, à notre sens, n'en est pas un. Il semble inapproprié de dire que le manque de développement ou le mal-développement soit une faute à attribuer aux seules aires colonisées. Si échec il y a, il doit être imputable aux promoteurs de ce système qui ont voulu l'imposer sans se soucier des réalités culturelles séculaires autochtones. Un auteur a écrit Q'. Il est indéniable que l'Afrique est devenue dépendante de nos idées dominantes, de tous nos ismes. Nous Européens sommes d'ailleurs responsables, une responsabilité considérable, non pas tant d'avoir exporté des idées vers l'Afrique que de l'avoir accablée d'idées fausses. Dans les sociétés où la propriété privée n'a pas le même sens qu'en Occident, il est clair que le modèle voulu et imposé tardera à faire ses preuves, même si le foncier peut être un moteur du développement, comme l'a démontré le colloque sur le foncier et la décentralisation en Afrique, organisé par la coopération suisse en octobre 2002 à Berne. Il a été question de sécuriser les rapports fonciers par la titrisation, ce que certains pays d'Afrique subsaharienne tentent de mettre en place. Toutefois, il faut se garder d'être pessimiste sur cet aspect, car le développement doit être pensé en termes de processus parfois longs et coûteux. Au Tchad par exemple, le développement économique est conçu sur la base du droit moderne occidental. Ce droit n'intègre pas fondamentalement les pratiques juridiques locales. En 1967, un texte important sur l'organisation judiciaire a été promulgué. En matière civile, aussi paradoxal qu'il puisse paraître, ce texte juridique marque la prééminence de la coutume sur le droit moderne, cadre juridique du développement économique. Avant cette date, il existait des droits coutumiers qui régissaient les affaires entre les personnes. Bien qu'ils ne soient pas uniformes pour toutes les régions du pays, ils facilitaient le commerce juridique. Car avant la pénétration de la colonisation française, le Tchad n'était pas un État moderne avec des frontières telles que nous les connaissons de nos jours. Il y avait un ensemble de royaumes avec leur système juridique propre. C'était le cas des royaumes du Kanem, du Wadaï, du Bagirmi, etc. Les Sao, reconnus comme ancêtres des Tchadiens, ont développé une civilisation originale caractérisée par des statuettes funéraires de terre cuite. Au XIe siècle, les Sao sont supplantés par le royaume du Kanem dont le souverain, converti à l'islam, intègre le royaume du Bornou voisin et pousse jusqu'en Libye.
Les affaires y étaient réglées par les rois et les conseils de notables qui avaient connaissance des coutumes. Avec la colonisation, il y a eu l'introduction du droit français qui institue le droit indigène. Ce dernier est un instrument de domination de la colonisation. Il en est ainsi de la promulgation du décret du 29 juillet 1942 définissant le statut des notables évolués en Afrique équatoriale française. Cette catégorie n'est pas soumise au code de l'indigénat, les affranchis étaient considérés comme des citoyens. Mais le droit indigène ainsi décrété s'applique selon les régions et selon le degré de maillage de l'administration coloniale. Par exemple, en ville où les intérêts français étaient en jeu, ce droit pouvait s'appliquer autrement. En même temps, dans les villages reculés où les autorités locales ont peu de contact avec l'administration coloniale, il en allait différemment. Cette situation se poursuit jusqu'à aujourd'hui. En ville, c'est le juge et en campagne le chef traditionnel. La loi Lamine-Gueye, du 24 avril 1946 donne le titre de citoyen français à tous les peuples d'outre-mer, au même titre que les nationaux français de la métropole. Cette loi des citoyens de l'Union française a permis à tous les citoyens des territoires coloniaux de conserver leur statut personnel tant qu'ils n'y ont pas renoncé. La loi Lamine-Gueye scelle la cohabitation de deux systèmes juridiques. Le statut des personnes pouvait impliquer la loi applicable en cas de conflit. Le droit moderne pouvait s'appliquer aux évolués et les droits coutumiers aux indigènes. L'institution du double collège en 1945 a eu pour conséquence de séparer les autochtones des Européens en matière de représentation. Ce fut d'ailleurs un des problèmes majeurs de la 4e République dans ses rapports avec ses colonies. Mais on se rendra compte que ce droit a été institué pour supplanter les droits coutumiers locaux. Cette situation engendre une insécurité, car après la décolonisation, le Tchad, qui n'a pas une législation civile uniforme, continue d'appliquer le Code civil français. À l'instar des autres pays africains, le Tchad devait faire face à ce dilemme, ou maintenir prudemment cet état de choses en s'appuyant soit sur la même hiérarchie, avec les chefs traditionnels, soit sur un clientélisme non coercitif, ou bien se lancer dans un effort radical de développement passant par un despotisme centralisé. C'est pourquoi nous ferons référence au Code civil napoléonien tout au long de ce travail. Ajoutons l'ordonnance 667 du 21 mars 1967, qui est capitale en matière d'organisation judiciaire au Tchad. Cette ordonnance dote pour la première fois le Tchad d'un système juridique propre après l'indépendance. La période d'avant 1967 a vu l'application des droits indigènes et la poursuite du système mis en place pendant la colonisation. Un droit qui prend en compte les éléments socio-culturels d'une ère permet aux populations de se sentir à l'aise. C'est aussi cela le développement. C'est pourquoi, à travers cette étude, nous comprendrons la nécessité d'un droit qui prenne en compte les aspirations des populations tchadiennes qu'il est censé régir. Nous ne prétendons pas épuiser dans sa globalité la question de l'insécurité juridique que vit le Tchad. Tout au plus, nous souhaitons ouvrir des pistes de réflexion et de recherche sur cette question. Car l'étude des traditions juridiques dans des cultures différentes, l'étude des transferts des droits dans les pays en développement et celle des mutations juridiques dans la société contemporaine devraient contribuer à l'élargissement et à l'approfondissement de la science juridique comparative et à l'instauration d'un nouvel ordre juridique interne et international qui sauvegarde l'identité des groupes sociaux, des communautés ethniques et des peuples. Le programme du Laboratoire d'anthropologie juridique de Paris est intéressant et enrichissant à cet égard. Un ordre juridique qui prenne en compte les spécificités locales aurait permis un développement autre, plus conforme au bien des populations. Pour nous permettre de bien cerner la complexité du thème, nous commencerons par un survol rapide de l'histoire politique du Tchad. En effet, l'imbroglio juridique doit son existence à la pénétration de l'administration coloniale, qui pour asseoir son emprise sur le pays, a dû expérimenter toutes sortes de compromissions, tantôt en s'appuyant sur les autorités locales, tantôt en les dessaisissant de leurs anciennes compétences. Ce qui a abouti à l'indépendance, à une situation complexe de cohabitation de deux systèmes juridiques différents. Mamdani a traité de cette thèse dans un ouvrage qui a reçu une bonne critique. Selon lui, dans toute l'Afrique coloniale, les populations rurales majoritaires étaient gouvernées par le biais de chefs indigènes et du droit coutumier,
sous un régime de despotisme décentralisé. Ce qui explique, selon un auteur, que les membres de ces populations étaient mal préparés à jouer leur rôle de citoyens au sein des États modernes ayant succédé au colonialisme. Ensuite, nous traiterons de la sécrétion des droits coutumiers, ou code de l'indigénat, comme la science juridique nous l'apprend, qui n'ont rien à voir avec les droits coutumiers issus des terroirs tchadiens. De temps en temps, nous aurons à utiliser ces deux vocables. Au Tchad, il y a aussi le droit moderne d'inspiration française qui continue de s'appliquer. Ce travail va nous permettre de comprendre la difficile coexistence des deux types de droits. Enfin, nous citerons un exemple, parmi tant d'autres, pour illustrer l'antagonisme qui existe entre ces deux types de droits. En effet, des individus qui avaient des droits séculaires sur des terres se virent déguerpis par l'État qui invoque l'utilité publique. En d'autres termes, c'est lui qui est détenteur de tous les droits sur les terres. 2. Historique politique du Tchad. Le Tchad actuel est une construction coloniale française. C'est un assemblage de divers royaumes et autres systèmes d'organisation sociopolitique qui existaient dans cette partie centrale de l'Afrique. On disait que d'une peuplade ou d'un ramassis de tribus, il s'agit de bâtir un État. 1. Avant la colonisation. Il y avait dans ce qui est devenu le Tchad, des structures politiques anarchiques ou monarchiques. Les premières correspondent à ce qui régissait la vie des habitants de la partie méridionale du pays, tandis que les secondes aux populations islamisées de la partie septentrionale. 1.1. Les structures politiques de type anarchique. Au sud, les groupes, regroupés sous le vocable discutable de Sarah, avaient des structures voisines. Ce sont des structures politiques de type anarchique. L'anarchie est ici entendue comme une forme d'organisation politique, caractérisée par une souveraineté diffuse exercée de façon communautaire et indivise par le groupe et non appropriée par un individu. Il n'y a pas d'autorité politique différenciée. Cela ne signifie pas absence d'organisation politique, c'est une forme d'organisation politique qui est différente. Les groupes forment une unité politique, domestique et religieuse. Ce fut le cas du Taperndull chez les Ngambais, ou le Golbai chez les Saralaka. Ces structures correspondent à une communauté politique autonome avec une famille, son chef, les épouses, les frères, les enfants et les aïeux survivants. Ces groupes vivaient dans une sorte d'autarcie, économiquement parlant. Il y avait donc la solidarité absolue entre les membres des groupes. Les villages étant une association de plusieurs familles, délimitées par la paille tressée. À l'échelon supérieur se superposent des chefs de guerre, de terre Mebang, de pluie, des initiés, Lao ou Yondo, de brousse, de chasse, etc., à caractère coutumier qui gèrent la vie du groupe sans commandement réel ni politique de coercition organisée. Pour qu'un groupe vive, a-t-il absolument besoin d'une force de coercition organisée? S'il y en avait eu besoin, ces gens ne l'auraient-ils pas mise en place? 1.2. Les structures politiques de type monarchique. Il s'agit essentiellement de l'organisation sociopolitique des populations islamisées, qui peuplent le nord du Tchad actuel. Il y avait le Wadaï, le Kanem, le Bornou, le Bagirmi, etc. Le Cornec nous dit que la souveraineté bagirmienne est organisée selon un système monarchique, et en même temps féodal et impérial. Le système monarchique est dans la concentration, la nature, l'exercice et la dévolution du pouvoir politique. Le pouvoir chez les Bagirmiens est autocratique, entre les mains d'un seul chef, le Mebang. Il est de droit divin, car dans l'islam, le roi n'est pas Dieu, ni prêtre mais il est le représentant du prophète dont il tient son autorité. Le Cornec pense que l'islam serait un facteur de monarchisation. Ce qui est fort discutable. Les monarchies européennes seraient dans ce cas d'inspiration islamique? Contrairement au système anarchique, il y a ici la confusion du pouvoir entre les mains du monarque. Ce pouvoir est en définitive dynastique, c'est-à-dire qu'il reste dans la famille du fondateur, Birni Bessé. Le monarque avait ses collaborateurs, notamment le... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.